le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde, un podcast un petit peu particulier puisque je suis content d'avoir retrouvé mon chat, mais dans un sale état hein, quand même, la bête a souffert. Donc voilà, un petit peu déçu là, quand même parce qu'il faut que je m'en occupe. Podcast numéro 271, il dort gentiment à côté là pour l'instant. Podcast numéro 271 avec la question: le maigre doit-il tout de même s'entraîner à jeun? Qui est en fait une question de Sylvain Brésilion. Et on va voir que je pense qu'il n'a pas tout à fait compris les bénéfices du travail à jeun. Et peut-être est-il même passé à côté d'autres choses qui pourraient lui être bien plus bénéfiques. C'est un petit peu comme le régime cétogène. Voilà, dès qu'il y a un mot un peu exotique, ça vous excite tous, vous faites n'importe quoi, et après c'est la merde. Alors, avant toute chose, remerciement bien sûr des nouveaux patriotes, qui sont nombreux, mais ils le sentent là. Ils le sentent venir, le J-30 UTMB là. Ils sentent que ça va être une dinguerie. Et même si il faut que je soigne mon chat, donc il est très peu probable que j'aille à Tignes, eh bien, j'ai prévu déjà en fait, mon cerveau, tu le laisses 30 minutes tout seul, ça y est, il fait des folies. J'ai prévu déjà des petites choses qui vont être très intéressantes. Même si je ne vais pas faire le stage en altitude, on pourra en parler quand même. J'ai prévu des petites choses qui vont vous régaler. Alors, remerciements au nouveau, Alexis Daval, Julien Denis, le retour d'Irvine Briand et d'Anthony Boran, Thomas Monroe, Adrien Mauge, Virgile Sim, Maggie, Loïc Marlaz, Loris Pialot, Flo RPT, Johan Granjon, Sébastien Evrard, Florent Pablo, avec qui je m'étais entraîné, Michael Pellerio, Diego Tacos, très, très joli nom, Yann Legros, et le retour de Séverin, j'imagine Séverin Lancel, qui a enfin réussi à se réinscrire au Patreon. Il ne sera donc plus obligé de tout suivre sur le... Merde, le Google Drive, oui, parce que je mets tout sur le Google Drive aussi. Voilà, merci messieurs, je crois qu'il n'y a pas de dames parmi vous, merci de ce soutien. Là, les temps sont difficiles, parce que en l'espace de 48 heures, enfin même un peu plus, j'ai perdu le chat pendant 9 jours, donc pas de trace du chat pendant 9 jours, et là j'ai passé environ 2 heures par jour à coller des affiches, tourner dans le quartier, discuter avec les gens s'ils l'avaient pas vu, et il s'est avéré qu'en fait, tout le monde connaissait mon chat, parce qu'il était vachement cool, il allait voir tout le monde. Et depuis dimanche 16, en fait, personne l'avait vu depuis dimanche 16 au soir. La bête réapparaît le mardi matin, il était 4h. Et donc il faut savoir que chez moi, on a une fenêtre qui est ouverte pour dormir, mais qui est à l'étage. Donc pour rentrer dans cette fenêtre, il y a une rampe en bois qui fait 4 mètres, et les chats montent sur la rampe en bois, comme ça ils peuvent rentrer, manger pendant la nuit et repartir, tu vois. Comme ça l'été ils sont peinards. Et à 4h du match, j'entends des miaulements, et je dit, tiens c'est bizarre, on dirait Jean. Et effectivement c'était lui, il était revenu. Mais dans quel état? À 4h du mat, tu vois ton chat que t'as perdu depuis 9 jours, t'es super content, tu te dis, oh putain, il est revenu. T'allumes la lumière, et là, en fait, tu comprends qu'il est revenu, mais qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, il est tout maigre. Donc le chat fait 3,5 kg au lieu de 4,2 kg. C'est-à-dire qu'il a perdu 20% de son poids. C'est comme si un mec qui faisait 50 kilos avait perdu 10 kilos. 20%, qu'est-ce que je raconte? Vous m'écoutez, vous faites 60 kilos, imaginez vous en perdez 12.
Donc ça, c'est une première chose. Il est revenu avec la patte avant gauche un peu lacérée, mutilée. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a plus de peau autour des griffes. Là, et plein de tics, tu vois, 25 tics, des tics énormes. Là, je l'amène chez le veto à 9h du mat et le veto le prend en charge. Attention, hein, si vous êtes allé aux urgences des hommes, vous allez être choqués. J'amène le chat comme ça, en me pointant, en sifflant, là, à 9h du matin, la truffe au vent. 11h30, le veto prend en charge le chat. Exceptionnel. Le veto termine à 19h. Il avait un doute sur une patte arrière. 20h15, le veto fait une radio de la patte. 1h15 après son temps de travail. La patte est fracturée. Alors pas de bol, c'est la fracture du fémur et il y a déplacement. Donc là, le veto t'appelle, il est 20h40, toi tu pensais que t'allais te coucher tranquille, et c'est la merde. Et donc faut faire opérer la bête. Et le problème, c'est qu'il a dû se faire ça juste après avoir disparu, donc je pense dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17, ou en début de journée du lundi 17. Et en fait, il a dû se faire percuter par une voiture, parce que pour péter le fémur, faut soit tomber plus haut que le 3e étage, mais ça, dans notre village, c'est pas bien possible. Il y a 2 bâtiments qui sont hauts, mais il y a absolument pas accès. Ouais, non, c'est impossible qu'il y soit allé. Il y a peut-être 0,5% de chance qu'il y soit allé. Et puis après, pourquoi il se serait jeté par le haut? Ou il s'est fait shooter par une voiture. Et ça, bah, vous le savez mieux que moi, c'est quand même très plausible. Donc la théorie, si tu veux, la théorie du complot, ce serait que le chat se soit fait taper par une voiture. Alors moi, je me dis qu'il a eu peur d'un truc et qu'il a traversé la route à fond, genre un chien, tu vois. T'excites pas là, reste tranquille. Et du coup, en traversant la route à fond, bah, la voiture le shoot, elle lui tape dans l'arrière-train, donc la patte arrière avec le fémur se brise, et le chat est projeté plus loin dans un fossé. Il reste là quelques jours complètement inconscient, ce qui explique les tics sur son corps, et après il se démerde tant bien que mal pour rentrer à la maison. Bon, il y a quand même un laps de temps de 9 jours. Et ça explique la patte avant gauche, tu vois, qui dans le choc aurait ripé sur le goudron et ça l'aurait poncé, tu vois. Ce qui est relativement atroce quand on imagine ça à l'échelle humaine. Mais bon, là, il va mieux. Enfin, il va mieux. Ce couillon, même, il marche, hein, malgré son fémur pété. Donc, malgré tout ça, il a réussi à marcher sur la rambarde pour revenir à la maison. Et donc, bah, évidemment, quand on te dit tout ça, ton chat, tu l'aimes, mais la chirurgie va coûter plus de 1 000 €. Donc là, j'attends le devis, là, à l'heure où je fais le podcast. Je l'amène lundi matin. Mais je pense que vu tous les efforts qu'il a fait pour rentrer, il mérite que je le soigne correctement. Donc lundi matin, je vais faire 45 minutes de voiture pour l'amener chez le seul vétérinaire chirurgien orthopédiste qui n'est pas en vacances dans la région. Je vais attendre toute la journée à la clinique que ça soit terminé. Et je vais revenir le soir chez moi. Et ça va me coûter plus de 1000 balles, quoi. Et là, j'ai déjà dépensé... j'ai la facture 266 € chez le vétérinaire. Je trouve que le vétérinaire était relativement cool parce qu'il l'a gardé 24 heures avec une nuit. Jean a bouffé 2 boîtes de pâté, hein, évidemment. Il lui a enlevé les tiques, il lui a soigné un peu la patte, là, il a nettoyé avec du désinfectant. D'ailleurs, tous les jours, je dois en mettre. Il lui a mis 2 doses d'antibio, un truc sur la longue durée, un truc rapide. Il lui a fait une radio, il l'a perfusé parce que le chat était déshydraté. Donc voilà, 266 € pour tout ça, moi j'ai payé de bon cœur, hein, franchement. Mais la chirurgie, on va dépasser les 1000 €. Alors toute cette introduction un peu longue, peut-être que t'en as rien à cirer, hein, parce que t'es là pour m'écouter parler de sport, c'est vrai. Mais j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram, j'ai été très surpris. Les gens étaient tristes pour le chat. Donc voilà une explication de tout ce qu'il a vécu. Et j'ai compté il y a très exactement 12 personnes qui m'ont dit « Mais bordel,
ouvre une cagnotte pour rembourser les frais médicaux. Donc je vais ouvrir une cagnotte. Déjà, de toute façon, il y a un mec d'Instagram qui l'a déjà fait là, Alexis. Donc je vais partager son lien. J'aime pas trop ça, demander de l'argent aux gens. Et j'en ai fait la remarque aux gens qui m'ont dit ouvre la cagnotte et ils m'ont dit oui mais on s'en fout, nous en fait on veut que l'animal aille bien, voilà on va donner 1 euro, 2 euros, 5 balles, 10 balles, mais de toute façon c'est pas pour toi c'est pour le chat. C'est très très vrai, d'ailleurs on va mettre une barrière à cette cagnotte là. Donc j'ai pas encore le devis du chirurgien mais voilà donc on va dire 1000 plus 266, 1266. Peut-être que ce sera un peu plus cher donc si ça monte à 1500 pourquoi pas. Mais voilà, après, il faudra pas donner. Enfin, de toute façon, je pense pas qu'on atteigne ce chiffre-là non plus, faut pas déconner. Mais voilà, celles et ceux qui ont un chat ou qui aiment bien voir mon chat en vidéo et qui veulent qu'il retrouve la pleine santé, bah écoutez, si vous avez envie de donner, donnez. Moi, dans tous les cas, même si la cagnotte reste à 0 €, évidemment, je le fais soigner par le chirurgien. Tant pis si ça me coûte 1500 balles. Ça va représenter 3-4 mois d'économie. Bon bah tant pis quoi. De toute façon, si on fait des économies, bon, c'est pour acheter une maison, mais c'est aussi pour ça quoi. Si on économise de l'argent jusqu'à mourir, ça sert pas à grand chose. À part t'as des enfants pour leur léguer, mais là la bête a un problème maintenant quoi. Donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, je paierai ses frais médicaux. Mais bah, celles et ceux qui ont envie, voilà, donner une bricole, c'est vrai que ça soulagera toujours. Et puis je pense que je vais lui mettre un GPS aussi. J'en ai vu là 120 balles sans abonnement, donc ça c'est pas mal. Comme ça, je pourrais surveiller un peu l'animal si jamais il retourne faire le foufou. Voilà, bah écoutez, pour l'histoire de Jean, c'est tout. Et le lien pour la cagnotte sera dans la description du podcast. Je ferai attention à bien le mettre en premier, quoi. Voilà, mais encore une fois, si vous donnez 0 €, mais alors là, je n'aurai absolument aucun jugement sur vous. Il est même très probable que si je vois passer, enfin il doit en exister plein, hein, j'imagine, des cagnottes pour des chats, en fait, je ne vais rien donner. Par contre, ouais, si c'est mon voisin qui toque à la porte et qui me demande si j'ai pas 5 balles, oui, je vais lui donner. Et on en revient toujours à ça, c'est qu'il faut toujours être vraiment cool avec ses proches. On peut pas aider le monde. Allumer BFM TV, allumer CNews, c'est la merde partout. Les migrants se barrent de chez eux parce que c'est invivable. Ils veulent venir en France parce que nous, on a plus ou moins une belle vie. Ou dans d'autres pays, hein, c'est le principe. Hein, s'ils se barrent de chez eux, c'est qu'ils sont mal, hein, quand même. Après, on peut discuter de ce qu'ils vont venir faire en France, mais s'ils se barrent de chez eux, c'est qu'il y a un mal-être, hein, à un moment donné. Et on peut pas les aider, en fait. On peut pas tous les aider. Quand certaines personnes veulent nous le faire croire. Mais non, on peut pas tous les aider, quoi. Ça s'arrête déjà à... oui, y a un bateau qui coule, il y en a 50 qui meurent. Bah évidemment, c'est dramatique, mort noyé, c'est horrible. Mais je peux pas mettre ma vie entre parenthèses, habiter vers Marseille et faire des interventions dans l'eau tous les 2 jours parce qu'il faut absolument sauver les migrants. Alors je peux m'occuper de mon frère, de ma sœur, de mes parents, de ma compagne, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, je peux pas trop faire les autres, quoi. Après, il y a les voisins, le voisinage, les cousins, la famille plus éloignée, les grands-parents, mais à un moment donné, t'es limité, en fait. Donc il faut absolument aider ses proches, parce que ça, on peut le faire. Et si tout le monde aide ses proches, en fait, ça fait des mini-cercles vertueux à droite à gauche, et au final, plus ou moins tout le monde devrait être content. Mais voilà, ouais, donc tout ça pour dire que vraiment, si vous ne donnez pas, alors là, ça m'est complètement égal. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vraiment, ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit oui, mais moi je veux donner pour le chat, pour qu'il aille bien, toi je m'en fous. Bah voilà, vous pourrez le faire. Je partageais le lien. Bon, sinon, d'un point de vue speaker, après 2 jours d'animation, bah là ça va être plus cool. J'étais normalement censé partir en vacances à Tignes, mais bon là, tu te doutes bien qu'il va falloir que je reste auprès du chat, hein, pour lui badigeonner sa patte tous les matins et tous les soirs d'antiseptique,
pour lui donner son petit anti-inflammatoire, et puis parce qu'il réclame. Il réclame qu'on soit à côté de lui. Là, je suis allé chercher un truc à l'étage tout à l'heure. La bête a essayé de monter les escaliers, quoi. Le mec, il a un fémur pété, il insiste, quoi. Il s'arrête pas. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est la motivation du chat. Donc là, ouais, je reste à côté de lui, je fais tout depuis le canapé. Mais je serai quand même speaker au Teen Try, hein, bien sûr. D'ailleurs, le chat n'aura plus de collerette à ce moment-là, donc il sera vraiment tranquille. D'un point de vue athlète, eh bien écoutez, c'est l'UTMB, hein, maintenant c'est la dernière ligne droite. On n'est pas encore au J-30, mais on s'en rapproche, ce sera mardi 1er août. UTMB, ben voilà, ouais, la nouvelle tombe, hein, il y a quand même très peu de chances que j'aille à Tignes, enfin même quasiment aucune. Mais du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, bah, je vais faire des petits trucs un peu différents à la maison. Déjà, ne serait-ce que l'entraînement, en fait. L'entraînement change chaque année, hein. On fait pas des copier-coller, tu vois. C'est pas forcément les mêmes sorties, c'est pas forcément les... Même si ça se ressemble, hein, je te cache pas que pour préparer l'UTMB, il faut faire des sorties longues. Voilà, il y a tout ça. Et c'est vrai que je porte un super sapien, un capteur de glycémie en permanence, et je découvre pas mal de trucs. Donc ça aussi, ça pourrait être un retour dans le J-30. Voilà, ça va être un J-30 différent des 2 dernières années. Alors... Allons-y maintenant. Ah non, un dernier truc. Pour les patriotes qui vont être à l'UTMB, qui veulent encourager la course, sachez qu'avec certains dingues, on a fait faire des drapeaux. Des drapeaux du Carmi, c'est des dingueries les trucs. Je vais ouvrir un sujet sur le forum pour que tous les hooligans de la Ducarmi se rassemblent pour qu'à Chamonix on puisse... bah voilà, vous puissiez bien vous amuser. Je fournirai éventuellement d'autres choses que les drapeaux. J'en parle peut-être pas sur ce podcast public, mais ça devrait être drôle. Voilà, je vais ouvrir un sujet sur le forum. Donc si vous êtes patriote, allez sur le forum, il va y avoir un sujet hooligan UTMB. Et ouais, mon pote. Alors, allons-y pour la question de Sylvain. Alors, Sylvain, déjà, il nous présente un peu son profil. Donc Sylvain, c'est quelqu'un qui s'interroge sur les sorties à jeun. Apparemment, il veut absolument en tirer des bénéfices. Et son profil est étonnant, en fait. D'habitude, les gens qui font du trail sont plutôt gros, parce que c'est des mecs qui vivent dans la jouissance en permanence. Et de temps en temps, ils veulent se faire un peu des défis sportifs et ils vont courir. Donc bah c'est très très bien, hein. Mais c'est vrai que quand vous avez un peloton au départ, vous avez plus de type gras que de type maigre. Bon, en général, le gros maigrit, hein, donc le trail ne peut que aider pour ça. Quand il est motivé par le sport. Et là, Sylvain, il fait 1m71, donc c'est plus ou moins ma taille. Moi, je fais 1m69. Je pèse 60 kilos. Hein. Et déjà, quand tu me vois en photo, t'as pas spécialement l'impression que je sois gras. C'est vrai que j'ai plutôt une bonne musculature sur les cuisses, les fessiers, etc. Et le haut du corps, bah, fait peut-être assez maigre. D'un point de vue de certains. Mais Sylvain, il est un tout petit peu plus grand que moi, et il fait 6 kilos de moins que moi. Il fait 54 kilos. Et il me dit que s'il fait pas attention à ce qu'il mange, il descend même à 51 kilos. Alors je sais pas trop ce que la phrase « si je fais pas attention à ce que je mange » veut dire, parce que ça peut être très vaste, mais c'est assez bas, je trouve. Je pense que dans le but de performer, son axe de progression à Sylvain, ce soit pas s'amuser à faire des footings à jeun pour en tirer une hypothétique progression. Je pense que son levier d'action le plus puissant qu'il a face à lui, c'est augmenter sa musculature. Et donc là, ça ne passe absolument pas par du travail à jeun, ça passe par du travail musculaire, avec des poids, des charges lourdes, même si vous avez 2-3 zigotos qui vous font croire qu'en faisant des petits moulinets dans l'air, vous allez vous muscler. Non, à un moment donné, il faut stresser le muscle, et donc il faut une charge lourde. Vous pouvez faire de la kettlebell comme je le fais. Bah toi, Sylvain, tu serais parfait hein, pour adhérer au programme de Pilo Rosso, là, un petit programme sur 3 mois. Et puis,
D'ailleurs, petit scoop, dans le J-30 UTMB, en fait, vous allez voir une nouvelle forme de musculation. Je pense que très peu d'entre vous ont déjà vu ce truc-là, que je vais continuer quasiment jusqu'au départ, parce que ça fatigue pas ou peu, enfin, ça fait travailler d'autres choses, vous verrez. Toujours avec Pio Rosso. Donc ouais, toi, Sylvain, je pense, le principal, c'est il faut te muscler, quoi. C'est là, je t'ai pas en photo, mais 54 kilos pour 1m71, en fait, c'est ce que je faisais quand je faisais du vélo, et j'avais aucun muscle sur les jambes, presque. Donc, ouais, là, il va falloir y aller, quoi. Je pense que tu dois pas descendre très très vite, ou alors pas très longtemps. Tu fais une descente, puis après... Donc, avant de répondre à ta question, tu vois, Sylvain, je réorienterai tout. Je pense que ton axe de progression, c'est pas s'amuser à faire des footings à jeun. Même si c'est rigolo, tu l'as peut-être vu dans les livres, voilà. Donc, il faut, et c'est là où peut-être a été l'erreur, il faut bien différencier deux choses. Le travail à jeun, donc s'entraîner sur des réserves caloriques basses, c'est pour développer tes capacités de lipolyse. Donc ton corps, il est là, il se dit, bah merde, il n'y a plus de glucides là, qu'est-ce que je fais? Ah putain, le con, il continue de courir. Ah bah je suis coincé. Eh ben, ah bah tiens, ah bah je vais taper dans les lipides. Et si tu fais ça progressivement, bah de plus en plus, ton corps, dès qu'il voit qu'il n'y a plus trop de glucides, il se dit hop, 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 bah attends, là il y a le stock de lipides, plutôt que de me faire chier à aller chercher les derniers glucides, je vais aller chercher aussi un peu de lipides, tu vois. Et puis en fait, au fil du temps, bah plus tu t'habitues à ça, plus, plus tu es capable de passer des mauvais moments pendant une longue course parce que tu as développé ta lipolyse. Donc en fait, tu rates un ravito parce que bah, finalement il n'y avait pas de produit énergétique, il n'y avait que de l'eau à celui-là. Bon, ben, vu que tu as bien bossé ta lipolyse, ça te permet d'aller au suivant, tu vois. Ou c'est un effort d'ultra trail, tu vas mettre à peu près 40 heures à faire ça, tu vas pas. Tu vois, moi je suis sponsorisé par Baou, donc je vais les citer bien sûr. Tu te sens pas de bouffer des baous pendant 40 heures, ce que je peux comprendre, tu vois, quelque part, même s'il y a beaucoup de goût, au bout d'un moment, t'as peut-être fait le tour, au bout d'un moment, la mastication, tout ça. Et par contre, t'as l'intestin fragile, donc te goinfrer de tuque au ravito, tu peux pas le faire. Bah peut-être que tu peux diminuer ta consommation de bar et fonctionner un peu en lipolyse pour rallier l'arrivée, parce que finalement, c'est ça ton but. Donc c'est à ça que ça sert. Mais pour faire ce travail, il faut pas simplement se réveiller et partir courir. Il faut faire d'autres choses. Par exemple, ne pas manger de glucides la veille, en fait. Parce que si tu te fais une grosse assiette de riz le soir, que tu vas dormir, ton corps, il refait les réserves de glycogène, et le matin, quand tu pars courir, en fait, les réserves sont pleines. Donc, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, pour faire des stratégies d'entraînement à glucides bas, il faut que tu vides le réservoir. Donc pour vider le réservoir, il faut faire un entraînement intense qui va durer peut-être 1h15 si c'est de la VMA ou 2 heures si tu fais du seuil un peu plus long, etc. Mais voilà, tu vides ton réservoir. Si tu fais cet entraînement-là le matin, le midi, tu vas pas manger. Enfin, ou tu vas manger des protéines, tu vas manger des lipides, tu vas manger des légumes. Et tu feras ton entraînement en endurance le soir. Et tu seras sur un... tu n'auras pas vraiment de réserve de glycogène, donc tu vas tout de suite faire de la lipolyse. Accessoirement, tu ne manges pas de glucides le soir, donc tout le reste, bien sûr, les légumes, les protéines, les lipides. Tu te couches et le matin, tu pars faire ta sortie à jeun. Et effectivement, là, tu vas directement taper dans les lipides. Et après, il y a aussi un autre truc, en fait, ta lipolyse se déclenche aussi, mais ça, tu peux peut-être pas le faire parce que t'as un travail, t'as une famille, parce que t'as pas 50 000 créneaux disponibles pour t'entraîner, mais ta lipolyse se déclenche aussi. Là, cette semaine, je vais faire quasiment 30 heures de sport. Je peux manger plus ou moins ce que je veux. En fait, au bout d'un moment, je vais être constamment en lipolyse, quoi. Dès que je vais aller m'entraîner, le corps, il va voir qu'il n'y a pas trop de réserve de glucides, il va taper dans les graisses, quoi. Donc, il y a tous ces leviers d'action. Donc, les stratégies où tu fais un petit entraînement, tu manges pas et tu vas t'entraîner plus tard, il y en a 4 différentes et elles sont toutes référencées dans le livre de Fabrice Kuhn. Ultra performance. Voilà. Donc tu vois, Sylvain, il faut bien comprendre que travailler sa lipolyse ne veut pas dire être maigre. Bon, évidemment, quand tu travailles ta lipolyse, tu fais quand même beaucoup de sport et tu le fais sur des réserves glucidiques basses.
Donc normalement, il y a peu de chances que tu prennes du poids. Donc les gens qui font ça depuis très longtemps, en général, sont tous plus ou moins sveltes. Ok? Mais par contre, c'est pas pour ça que tu es très maigre. Tu vois, toi, je pense que tu es quand même plutôt maigre. Donc ça marche pas bien, quoi. Et je pense qu'il faut perfectionner tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit aussi si je fais un petit déjeuner gras et protéiné juste après le footing à jeun, est-ce que ça accentue le fait d'avoir fait un footing à jeun? Alors là, ça m'embête un petit peu, Sylvain, parce que, encore une fois, tu as mal compris le principe. Le principe, c'est d'entraîner ton corps pendant l'effort à aller chercher une filière lipidique pour continuer à fonctionner. Et ça, c'est sans doute possible si ta fréquence cardiaque reste aux environs de SV1. Quand tu fais un ultra-trail, c'est plus ou moins le cas. Et ben du coup, là, toi, tu vas t'entraîner, donc tu vas faire un peu de lipolyse pendant ton entraînement, et après, tu veux pas manger de glucides. Mais la lipolyse continue pas, parce que tu as stoppé l'effort. Donc en fait, derrière, tu es simplement en train de t'handicaper pour ta récupération. Parce qu'il faut bien avoir en tête que s'entraîner sur des réserves énergétiques basses, c'est pas anodin. D'ailleurs, Fabrice Kuhn, qui est docteur et triathlète, le dit lui-même dans le livre. En fait, on s'entraîne pas sur des réserves basses tous les jours. C'est une stratégie d'entraînement qu'on va faire une fois, 2 fois par semaine, mais pas tous les jours. Donc, quand c'est comme quand vous faites de la VMA, vous en faites 2 par semaine, vous en faites pas 4. Bon, bah là, c'est pareil. Et du coup, une fois que le travail est fait, une fois que pendant ton entraînement, tu as activé ta filière lipidique, voilà, ton corps est un petit peu plus allé taper dans les graisses, il a appris à le faire, bah une fois que ça c'est fait, toi il faut que tu te régénères, il faut que tu remplisses ce stock glucidique à un moment donné. Et donc, après le footing à jeun, et un repas du soir pauvre en glucides, voire même inexistant, et bien après le footing, il faut refaire les réserves. Donc là, par contre, tu peux te faire un bon petit déjeuner. Alors bien sûr les œufs, bien sûr un petit peu de fromage, bien sûr un petit peu de noix. Ça c'est la base pour bien fonctionner toute la journée. Et là-dessus, tu vas rajouter, peut-être que tes œufs, tu peux les mettre sur un petit peu de pain à l'épeautre, qui sont des bons glucides. Peut-être qu'à la fin, tu peux finir par un bol de fruits rouges avec beaucoup de flocons de sarrasin ou flocons d'avoine. Peut-être que tu peux finalement t'octroyer une belle petite tartine de confiture, mais vraiment à la fin du repas. Hein, pour ça, voilà, tu vas pouvoir remettre pas mal de glucides, des petits pancakes, des petites crêpes, voilà. Et ça, c'est important de le faire après ta sortie à jeun, parce qu'en fait, une fois que le travail est fait, il faut récupérer. Et la récupération passe par l'alimentation. Tu as sacrifié l'alimentation en sacrifiant les glucides pour réaliser un type d'entraînement bien précis. Une fois que c'est fait, c'est terminé, on refait les niveaux, ok? Sinon, tu vas aller vers des problèmes hormonaux de plus en plus. Évidemment, au début, c'est rigolo, ça marche toujours. Puis 2 ans après, t'as beau avoir une bimbo qui passe devant toi en maillot de bain, et hop, tu regardes ta queue et elle bande pas, quoi. Tu vois, c'est un peu embêtant, quoi. C'est un peu anormal, d'ailleurs. Tiens, dernière petite remarque. Tu nous disais justement, Sylvain, t'es quand même un sacré bourrin. Mais c'est normal, on l'a tous été. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça, mais... T'avais fait une sortie à jeun de 5h15. Donc, si t'as écouté tout ce que je t'ai dit avant, t'as compris que finalement, c'était un peu dommage, parce que si t'as mangé des glucides la veille, t'es parti avec des stocks de glycogène élevés. Donc, c'est la merde, t'as pas trop travaillé ta lipolyse. Mais si t'as vraiment bien écouté ce que j'ai dit avant, vu que tu as fait une sortie très longue, 5h15, en fait, au bout d'un moment, t'avais cramé tout ton glycogène, je sais pas, moi, peut-être au bout de 2 ou 3 heures, et finalement, t'as fait de la lipolyse, on va dire qu'au bout de 50% de ta sortie, t'as cramé le glycogène, sur les 50% restants, t'as fait de la lipolyse. Donc finalement, c'était pas mal. Mais, je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu vas pas faire une fois par semaine une sortie de 5 heures à jeun. Ou alors tu vas peut-être le faire pendant 2 mois, puis après,
Tu vas m'écrire en me disant « mais t'es un salopard, du coup je suis éclaté au sol ». Donc finalement, on retombe sur la stratégie que j'ai décrite avant. La veille, hop, tu fais ceinture sur les glucides. Il y a énormément d'autres choses à manger, hein, t'inquiète pas. Tu fais un gros dodo, ça c'est important. Et tu te réveilles et tu vas courir. 1 heure, 2 heures peut-être. Et puis après, tu te fais un bon petit déjeuner, et c'est parti, quoi. Et ça, c'est une technique qui est géniale pour justement les gens qui bossent, qui ont une famille, et qui veulent s'entraîner tôt le matin le week-end. Bah les gars, votre sortie longue, vous pouvez pas faire une sortie longue de 6 heures parce qu'il y a la famille, il y a tout ça. Et ben, votre sortie longue, vous la faites de seulement 2 heures. Par contre, vous faites un effort sur la nourriture la veille. C'est-à-dire que le soir, vous ne touchez pas aux glucides. Alors vous en mettez plein la panse, hein. Vous pouvez aller taper un énorme boudin, vous pouvez vous enfiler de la choucroute, voilà, c'est bon, hein, une grosse salade composée, du fromage, de la charcuterie, bon, c'est pas terrible, mais tout ce qui n'a pas de glucides, quoi, tu vois. Et tu arroses ça avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de colza, avec de l'huile de noisette, avec ce que tu veux, là. Tu arroses d'huile, tu te manges du chocolat noir 90% en dessert, tu t'es enfilé un immense fromage juste avant, voilà. Bon, j'exagère, hein, tu manges des calories normales, mais pas de glucides. Et le lendemain, tu pars faire ta sortie à jeun qui dure 2 heures, et en fait, pendant 2 heures, mais intégralement 2 heures, tu auras travaillé ta lipolyse. Ce sera beaucoup plus efficace qu'une sortie de 4 heures avec des glucides dans le bide. Ok ? Alors après, faut pas faire que ça, mais 1 fois par semaine, le samedi ou le dimanche matin, ça peut être pas mal. Et puis après, tu négocies un autre créneau pour faire une sortie de 2, 3, 4 heures avec cette fois-ci un repas normal, quoi. Et en plus de ça, t'as fait une énorme boulette, Sylvain, c'est que tu as bu que de l'eau. Alors évidemment, si tu bois de la boisson énergétique, ça va pas le faire, mais que de l'eau, c'est gênant. Il faut que tu mettes des minéraux dans ta boisson. Le plus simple, il y a 2 options. Soit ça te fait pas trop chier d'acheter du plastique et du coup tu achètes des bouteilles de ceinture, tu les fais dégazer, tu te fais des flasques 50% eau, 50% ceinture. Soit tu peux acheter des sachets de sels minéraux de Vichy. Donc le sachet il est tout petit et puis il fait longtemps, donc ça fait beaucoup moins de pollution que des bouteilles plastiques. Et là tu respectes le dosage pour avoir suffisamment de sels minéraux dans ta gourde. Voilà. Et puis aussi, quand tu fais une sortie très très longue, en fait, une fois que tu es entré en lipolyse, moi souvent, ce que me fait faire mon nutritionniste, c'est que quand j'ai une sortie qui fait 4, 5, 6 heures, bon là je vais en avoir une de 8 et une de 10, il me fait... En fait, au début, je pars, je bois uniquement de l'eau, bien sûr, avec de la ceinture, et au bout d'1 heure et quart, je mange des petites barres Baou, tu vois. Tu sais, les barres qui font 25 grammes et qui contiennent à peu près 10 grammes de glucides. Et en fait, en faisant ça, eh bien, je ne sors pas de ma lipolyse. Donc là, c'est intéressant, on pourra le faire avec le capteur de glycémie, pour le J-30 UTMB, et on verra ce qui se passe sur le capteur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais gentiment raccrocher là-dessus, et on se retrouve vendredi pour les Patriotes, parce que vendredi, il y a l'article du Patreon. Alors cette fois-ci ce sera le plan de bataille pour l'UTMB justement, avec les séances à faire. Et ensuite, mardi pour le podcast quotidien avec le début du J-30. Voilà, bonne journée à toi, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,
viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.